En milieu d'après-midi, l'équipe de conservation avait établi un périmètre autour de la zone, garantissant que la nouvelle famille ne serait pas dérangée tout en étant surveillée pour détecter d'éventuelles complications. Jabari, le mâle de la troupe, s'était approché à moins de 100 mètres à plusieurs reprises, mais semblait se contenter de garder ses distances pour l'instant à un autre écart heureux par rapport au comportement typique des lions. Alors que Daniel s'apprêtait enfin à quitter le site, le docteur Neyana le prit à part. « Le conseil aura des questions, dit-elle doucement. Ce que vous avez fait a enfreint au moins 6 protocoles de gestion de la faune sauvage. C'est aussi probablement l'acte d'intervention en matière de conservation le plus extraordinaire que j'ai vu en 20 ans de pratique. » Daniel hocha la tête, ressentant à la fois le poids des éloges et celui de l'avertissement implicite. « J'accepterai les conséquences, quelles qu'elles soient, répondit-il simplement. 3 jours plus tard, Daniel se présentait devant le conseil d'administration de l'Alpeta Conservation. Son rapport était ouvert sur la table devant lui, la salle était inhabituellement pleine. La nouvelle de cette intervention sans précédent à la naissance s'était répandue dans toute la communauté de la conservation, attirant l'attention des autorités de la faune sauvage du Kenya et d'ailleurs. La garde forestière mutée, présidente du conseil d'administration, a commencé sur un ton soigneusement neutre. Vos actions du matin du 3 juin ont représenté une entorse significative aux protocoles établis en matière d'intervention auprès de la faune sauvage. Les risques potentiels pour vous-même, pour la lionne et pour la réputation de cette réserve étaient considérables. Daniel redressa les épaules, prêt à défendre des décisions dont il savait qu'elles avaient sauvé 4 vies, même au prix de sa carrière. Cependant, poursuivit-elle, le résultat est incontestable, 3 oursons en bonne santé, une mère survivantée, plus remarquable encore, des observations ultérieures indiquant l'absence de rejet de la présence humaine lors des suivis médicaux nécessaires. Elle marqua une pause, remuant les papiers devant elle. Le docteur Neyana rapporte que le comportement de Zuri témoigne d'un niveau de confiance sans précédent envers vous en particulier. Des murmures parcoururent l'assemblée des observateurs. Daniel resta silencieux, incertain de la direction que prenait cette évaluation. Le conseil a longuement délibéré, a déclaré la présidente. Si nous ne pouvons cautionner les risques que vous avez pris, nous ne pouvons pas non plus ignorer les résultats. C'est pourquoi nous avons décidé de lancer une nouvelle initiative de recherche axée sur le renforcement de la coopération homme-faune lors des urgences médicales, avec vous, Rangé Muté, comme directeur de terrain. L'annonce a suscité une vague de surprise dans la salle. Daniel lui-même est resté un instant sans voix. Elle a ajouté, « Les 3 oursons ont été officiellement enregistrés dans notre base de données de conservation. Sur recommandation du docteur Neyana, ils ont été baptisés Amani, Odari et Imaraopé, force et résilience. » 6 semaines plus tard, Daniel était accroupi au poste d'observation près de l'acaciaret, ses jumelles braquées sur la famille de lions désormais prospères. Zuri s'était remarquablement bien remise de son épreuve, sa cicatrice chirurgicale était à peine visible sous sa fourrure fauve. Les lionceaux avaient plus que doublé de taille, leur jeu ludique fournissant une matière inépuisable aux études comportementales de l'équipe de recherche. La plus grande surprise pour la communauté scientifique fut l'acceptation finale des lionceaux par Jabari, malgré son absence lors de leur naissance, un fait rare chez les lions mâles, qui tuent généralement les lionceaux qu'ils n'ont pas engendrés ou qu'ils n'ont pas vu naître. La question de savoir s'il s'agissait d'une extraordinaire coïncidence comportementale féline ou d'un phénomène plus significatif restait un sujet de débat intense parmi les biologistes de la faune sauvage. Pour Daniel, le plus remarquable restait à venir. Tandis qu'il observait à travers ses jumelles, Zuri leva soudain la tête, les narines dilatées, sentant son odeur dans la brise matinale. Au lieu de mettre ses petits en sécurité, réaction attendue d'une lionne sauvage détectant une présence humaine, elle fixa sa position, ses yeux ambrés semblant le trouver malgré le camouflage de la cache d'observation. Puis, adoptant un comportement qui allait devenir la pièce maîtresse d'un article révolutionnaire paru dans le Journal of Wildlife Behavior, Zuri rassembla ses petits d'un léger coup de coude et se dirigea droit vers le poste d'observation. Daniel resta immobile, le cœur battant à mesure que la distance se réduisait. À 30 mètres, Zuri s'arrêta, assise majestueusement sur ses pattes arrière, tandis que ses petits s'agitaient autour de ses pattes. Elle resta ainsi près de 10 minutes,
le regard fixé sur l'endroit où, d'une certaine manière, Daniel l'observait. C'était comme si elle présentait sa famille. Lorsqu'elle se retourna enfin et ramena ses petits vers le territoire de la troupe, Daniel baissa ses jumelles, les mains légèrement tremblantes. À cet instant, il comprit que ce qui s'était passé entre eux transcendait les explications scientifiques conventionnelles. Quelque chose de fondamental avait changé dans la relation ancestrale entre l'homme et le prédateur, ou une nouvelle compréhension, peut-être, ou le renouveau d'un lien perdu avec le monde moderne. L'histoire de Daniel et Zuri allait finalement toucher bien au-delà de la communauté de la conservation, touchant des personnes qui n'avaient jamais mis les pieds dans la savane africaine. Pour beaucoup, elle a rappelé avec force que, dans notre relation de plus en plus fracturée avec la nature, des moments de connexion profonde sont encore possibles, des moments qui défient notre compréhension et développent notre capacité d'émerveillement. Pour Daniel lui-même, cette expérience lui a permis de mieux comprendre la complexité des créatures à la préservation desquelles il avait consacré sa vie. Au cours des années qui ont suivi, alors qu'il dirigeait le nouveau projet de recherche et observait les petits de Zuri devenir de magnifiques adultes, il repensait souvent à cette aube extraordinaire où le désespoir l'avait poussé à franchir des limites que la plupart considéraient comme inviolables. Au sein de la communauté de la conservation, les protocoles ont été révisés et de nouvelles approches envisagées, mais le résultat le plus significatif était peut-être moins tangible, un sentiment d'humilité renouvelé face au mystère de la conscience animale, et un rappel que, dans l'espace entre l'intention humaine et l'instinct sauvage, existent des possibilités de connexion que la science commence seulement à comprendre. Le soleil levant venait à peine de percer l'horizon lorsque le lionceau émergea enfin complètement, un mâle plus grand que tous les lionceaux nouveau-nés que Daniel avait vus au cours de sa carrière. Rapidement, il dégagea les voies respiratoires avec une poire d'aspiration et frotta vigoureusement le petit corps pour stimuler la respiration. Pendant 3 secondes d'agonie, le lionceau resta immobile. Puis un léger frisson le parcourut, suivi d'un faible miaulement à peine audible, mais indéniablement le cri de vie. Le soulagement de Daniel fut palpable, mais de courte durée. La respiration de Zuri était devenue plus difficile, et non moins difficile, ce qui suggérait que son calvaire n'était pas terminé. L'expérience lui avait confirmé ce qu'une échographie aurait confirmé, d'autres oursons attendaient de naître. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Le docteur Neyana aurait dû arriver. Comme s'il lisait dans ses pensées, sa radio grésilla. Daniel, c'est Camo. Le véhicule du docteur Neyana est tombé en panne à 5 km de l'entrée principale. Elle organise un autre transport, mais il faudra attendre encore au moins 40 minutes. La mâchoire de Daniel se crispa. Le premier ourson, respirant désormais régulièrement, devait être mis à l'abri, à la fois des éléments et des prédateurs potentiels attirés par les fluides de naissance. Mais l'éloigner trop de sa mère risquait de le rejeter, et Zuri elle-même déclinait rapidement. « Je continue », répondit-il sèchement par radio. Apportant délicatement le petit nouveau-né suffisamment près de Zuri pour qu'elle puisse le voir et le sentir, mais juste hors de portée de ses énormes pattes, Daniel reporta son attention sur la mère en travail. Son examen confirma ses craintes, un deuxième petit était positionné transversalement, rendant impossible un accouchement normal sans intervention immédiate. Ce petit et Zuri mouraient tous deux. La situation exigeait une césarienne d'urgence ou une intervention qui, dans ces conditions de terrain, avec un équipement minimal et sans assistance vétérinaire, représentait un risque presque inimaginable. Or, ne rien faire garantissait la mort de la mère et des petits à naître. Daniel avait déjà assisté le docteur Neyana lors d'opérations chirurgicales sur le terrain, mais jamais en tant qu'opérateur principal et jamais sur un prédateur conscient capable de le tuer d'un seul coup de patte. Les limites éthiques et professionnelles qu'il franchissait lui traversèrent l'esprit, mais l'alternative voir Zuri et ses petits mourir alors qu'il possédait les compétences nécessaires pour les sauver était impensable. « Camo », appela-t-il doucement, « j'ai besoin du kit chirurgical d'urgence du véhicule et j'apporte le concentrateur d'oxygène portable. » Alors que Camo s'approchait avec le matériel demandé, Daniel prit une autre décision qui serait plus tard examinée par les autorités de conservation du monde entier. Il sortit de sa trousse médicale un flacon d'anesthésique locale, habituellement réservé aux interventions mineures sur les petits animaux. La dose serait insuffisante pour une césarienne complète sur un animal de la taille de Zuri,
mais elle pourrait atténuer les douleurs les plus intenses. Je vais tenter une césarienne d'urgence, dit-il à Camo, dont l'expression reflétait l'énormité et l'apparente folie de la proposition de Daniel. Pas le temps de discuter. Soit tu m'aides, soit tu retournes au véhicule. À sa décharge, Camo resta. D'une main ferme, malgré son cœur battant, il apporta son aide. Daniel administra l'anesthésie locale le long du bas-ventre de Zuri. La lionne grogna faiblement, mais ne fit aucun geste pour attaquer aux preuves soit de son état critique, soit d'une incompréhension totale des intentions de Daniel. Lorsque Daniel pratiqua la première incision, le ciel à l'est était déjà baigné de lumière. Chaque geste était calculé et efficace, s'appuyant sur les connaissances acquises au fil des décennies d'observation de vétérinaires pratiquant des interventions similaires. Camo assistait silencieusement, manipulant les instruments, épongeant le sang et surveillant le visage de Zuri avec vigilance, à l'affût de tout signe de baisse de tolérance. Lorsque Daniel atteignit l'utérus et en extraya délicatement le deuxième ourson à un autre mâle, encore plus grand que le premier, il était déjà clair qu'il restait un troisième ourson. Celui-ci, heureusement, semblait bien positionné pour une naissance naturelle, qui n'avait probablement été empêchée que par l'épuisement du système immunitaire de la mère. Tandis que Daniel s'efforçait de faire sortir le troisième ourson par l'ouverture chirurgicale, celui-ci, dans les mains de Camo, commença à s'agiter. Sa petite bouche rose s'ouvrit dans un cri silencieux, comme son frère. Il était remarquablement robuste malgré les circonstances traumatisantes de son arrivée. Le troisième ourson, une femelle, émergea quelques instants plus tard, plus petit que ses frères, mais fougueux dès le premier souffle, se tortillant dans les mains de Daniel avec une force surprenante. 3 oursons en bonne santé, contre toute attente, issus d'une naissance qui, selon toutes les lois de la nature, aurait dû se terminer tragiquement. Vient alors peut-être l'étape la plus dangereuse, suturer un prédateur sauvage conscient qui pouvait à tout moment sortir de son état d'épuisement. Daniel travaillait avec la rapidité et la précision d'un homme qui comprenait que sa vie dépendait de chaque point. Une fois la dernière suture en place, Daniel recula. Sa chemise était trempée de sueur malgré la fraîcheur relative du petit matin. Zuri avait les yeux mi-clos, sa respiration superficielle mais plus régulière qu'avant. Les 3 oursons, temporairement enveloppés dans des linges propres de la trousse médicale, se tortillaient, miaulaient, près de Camo, agenouillés à quelques mètres. Elle a besoin d'antibiotiques et de liquide, dit Daniel, la voix étranglée par la tension et l'effort. Les petits doivent être au plus vite pour obtenir du colostrum. Comme interpellé par ces paroles, le grondement distinctif d'un véhicule en approche rompit le silence matinal. Le docteur Neyana était enfin arrivé. La suite des événements serait consignée dans le rapport officiel de Daniel corroboré par Camo et le docteur Neyana mais toujours remis en question par des sceptiques qui la trouvaient trop extraordinaire pour y croire. Alors que le vétérinaire approchait, trousse à la main, les yeux de Zuri s'ouvrirent brusquement, dans un effort qui sembla épuiser ses dernières forces. La lionne releva la tête et fixa son regard non pas sur le nouveau venu, mais sur Daniel. Pendant 3 battements de cœur, l'homme et la lionne se regardèrent par-dessus les 3 fossés qui séparaient leur espèce. Puis, avec une intention délibérée, Zuri tendit sa patte massive vers lui. Immobile, respirant à peine, la patte se tendit non pas par menace, mais dans ce qui ne pouvait être décrit que comme un geste de connexion. Elle vint se poser contre sa jambe, ses griffes mortelles soigneusement gainées, son poids et sa chaleur palpable à travers le tissu de son pantalon. « Ne bouge pas », murmura le docteur Neyana, inutilement figé sur place à plusieurs mètres. Mais Daniel comprit instinctivement que ce n'était pas le prélude à une attaque. Avec une extrême prudence, il s'agenouilla, amenant son visage à la hauteur de la lionne. Les yeux ambrés de Zuri soutinrent les siens, transmettant quelque chose qui transcendait l'explication scientifique ou une reconnaissance, peut-être même une gratitude qui défiait l'ordre naturel tel que le comprenaient les zoologistes. L'instant s'étira, suspendu dans le temps, jusqu'à ce que Zuri retire enfin sa patte et reporte son attention sur les sons muets émis par ses petits. Daniel fit un signe de tête à Camo, qui approcha prudemment le premier nouveau-né de ses mains douces, lui qui venait de pratiquer une opération vitale. Daniel plaça le petit à portée du museau de sa mère.
Zuri renifla son petit, puis commença à le lécher avec la tendresse brutale caractéristique des mères félines. Un par un, Daniel présenta chaque petit, et un par un, Zuri les accepta, rassemblant les petits corps contre le sien. Elle a besoin de soins médicaux immédiats, dit le docteur Neyana, s'approchant maintenant que ce moment extraordinaire était passé. Son expression reflétait à la fois une préoccupation professionnelle et une stupéfaction non dissimulée devant la scène qui se déroulait devant elle. Ce que vous avez fait ici est sans précédent. Les heures suivantes se sont écoulées dans un tourbillon d'activités, le docteur Neyana dirigeant désormais l'intervention médicale. Zuri a reçu des antibiotiques, des fluides et les soins complémentaires nécessaires à son état. Les oursons ont été examinés, pesés et rendus à leur mère, qui a accepté ces interventions nécessaires avec une tolérance inhabituelle. La radio crépita à 4h37 du matin, tirant Daniel muté d'un sommeil agité. 23 ans comme garde forestier en chef de la réserve d'Alpeta au Kenya l'avait conditionné à se réveiller instantanément au son de ce bruit. « Daniel, c'est Camo », dit la voix pressante à la radio. « Tu dois venir vite, elle est en travail, mais quelque chose ne va pas. » Daniel enfilait déjà ses bottes avant même que Camo ait fini de parler. Zuri, une lionne de 7 ans, faisait partie de la troupe étroitement surveillée de la réserve, un groupe menacé d'extinction par les braconniers avant d'être placé sous protection. Chaque naissance était cruciale pour leur fragile rétablissement. « Lieu » demanda Daniel à Tursli en attrapant sa trousse médicale. « Secteur est, près de l'Acaciaret. » Le docteur Neyana revient du complexe principal, mais vous êtes plus près. Le Land Rover de Daniel démarra en rugissant, ses phares perçant l'obscurité qui précédait l'aube tandis qu'il empruntait des chemins de terre familiers. Son esprit explora les possibilités, la dystocie, une naissance difficile fréquente chez les grands félins, en particulier ceux qui avaient souffert de stress nutritionnel, comme Zuri avant son sauvetage. Le ciel à l'est commençait à peine à s'éclaircir lorsque Daniel aperçut le véhicule de Camo garé à l'orée du bosquet. Saisissant son équipement, il s'approcha prudemment. « Elle est là-bas », murmura Camo en désignant une dépression dans les hautes herbes à une 50aine de mètres. Le travail a commencé depuis au moins 3 heures, selon l'équipe de surveillance de nuit. Un des oursons est partiellement sorti, mais coincé, elle est épuisée. Daniel hocha la tête et scruta les environs. « Où est Jabari » demanda-t-il, faisant référence au mâle dominant de la troupe. Gardant ses distances, à environ 200 mètres au nord, Jabari observait sans s'approcher. Les lions mâles tuaient parfois des lionceaux qu'ils soupçonnaient ne pas être les leurs, même si Jabari s'était jusqu'ici montré un père exceptionnellement tolérant. À travers ses jumelles, Daniel pouvait voir la respiration laborieuse de Zuri, ses flancs se soulevant sous l'effort. Le petit, partiellement émergé, gisait immobile. Le temps était compté, tant pour la mère que pour son petit. Le docteur Neyana devrait être là dans 20 minutes, a déclaré Camo. Daniel secoua la tête. C'est peut-être trop tard. Ce qui s'est passé ensuite allait changer à jamais les protocoles de gestion de la faune sauvage d'Alpeta et influencer les programmes de conservation dans toute l'Afrique de l'Est. Fort de 2 décennies d'expérience et de sa formation en médecine vétérinaire d'urgence, Daniel a pris une décision qui allait à l'encontre des idées reçues. « Je vais m'approcher d'elle », dit-il doucement. Les yeux de Camo s'écarquillèrent. « Daniel, non, c'est trop dangereux, même dans son état de faiblesse. »« Nous avons une relation », interrompit Daniel. C'était le cas de tous les Rangers, mais c'est à cette troupe que Daniel avait consacré le plus de temps. Zuri n'était encore qu'une lionne lorsque l'équipe avait sauvé sa mère des braconniers. Bien qu'elle n'ait jamais été apprivoisée, Zuri s'était habitué à sa présence lors des contrôles de santé réguliers de la troupe. Si nous attendons, nous perdrons certainement le petit, et peut-être aussi Zuri, dit Daniel avec une autorité tranquille. Camo ne semblait pas convaincu, mais savait qu'il valait mieux ne pas discuter avec son supérieur. Quel est ton plan ? Distraction et approche. J'ai besoin que vous positionniez le véhicule à 30 mètres au sud, phares allumés, moteur coupé. J'approcherai par le vent arrière. Préparez le fusil tranquillisant, mais seulement en dernier recours. Une sédation pendant le travail pourrait la tuer, elle et les petits.
Daniel retira sa chemise kaki, ne laissant que son maillot de corps. Moins il sentait les produits chimiques, mieux c'était. De sa trousse, il sortit une paire de forceps obstétricaux à long manche, une poire d'aspiration et une solution antiseptique. Des outils basiques, mais qui pourraient faire la différence. Et s'il m'arrive quelque chose, dit Daniel en croisant le regard troublé de Camo, dis à mes filles que j'ai fait ce que je croyais être juste. Sur ce, il s'approcha non pas directement, mais en décrivant un large arc de cercle qui l'amènerait aux côtés de Zuri, sous le vent. Ses mouvements étaient lents, réfléchis, non menaçants. À chaque pas, il l'appelait doucement, s'assurant qu'elle ne serait pas surprise par son apparition. À travers les hautes herbes, il la voyait plus distinctement. Le petit, partiellement émergé, était plus grand que d'habitude, sans doute à l'origine de cette naissance difficile. Les yeux de Zuri étaient mi-clos d'épuisement, sa respiration haletante. Elle avait conscience de son approche, ses oreilles se tournèrent dans sa direction, mais elle ne fit aucun geste pour se lever. Doucement, Zuri, murmura-t-il en avançant lentement. Lorsqu'il fut à 10 mètres, elle leva faiblement la tête, ses yeux ambrés rivés sur les siens. Dans ce regard, Daniel vit quelque chose qui défiait toute explication scientifique, mais qu'il avait observé d'innombrables fois au cours de ses années avec ces animaux, une sorte de reconnaissance, une compréhension tacite qui transcendait le prédateur et la proie. Lentement, il s'accroupit, puis se mit à genoux, se faisant plus petit, moins menaçant, tout en maintenant le contact visuel. Il se rapprocha jusqu'à n'être plus qu'à 5 mètres suffisamment près pour voir clairement le petit coincé, tout en restant à ce que toute norme rationnelle de gestion de la faune appellerait une distance suicidaire. Zuri grogna doucement, un grondement d'avertissement qui vibra dans l'air de l'aube. Daniel se figea, le cœur battant à tout rompre. 30 secondes, qui lui semblèrent une éternité, passèrent, puis, incroyablement, Zuri baissa la tête vers le sol, un geste que Daniel interpréta comme une acceptation réticente, ou peut-être simplement l'épuisement d'un animal trop épuisé pour se défendre. Quoi qu'il en soit, c'est l'ouverture dont j'ai besoin, murmura-t-il. Je vais t'aider. Avancé lentement, il atteignit la dépression et se prépara à libérer le petit, les mains fermes malgré l'adrénaline qui grondait dans ses veines. La suite allait mettre à l'épreuve tout ce qu'il savait du courage, de la compassion et de la frontière ténue entre la vie et la mort dans la nature. La tête et une patte avant étaient visibles, mais les épaules semblaient coincées dans le canal génital. Les contractions de Zuri avaient considérablement diminué, signe dangereux que son corps abandonnait la lutte. Daniel jeta un coup d'œil à Camo, qui observait la scène avec tension depuis le véhicule, son fusil tranquillisant à la main. D'un léger hochement de tête, Camo indiqua qu'une intervention avec l'arme n'était pas encore nécessaire. Daniel reporta toute son attention sur la lionne. « Ce sera inconfortable, Zuri » murmura-t-il d'une voix délibérément calme et posée malgré l'adrénaline qui coulait dans ses veines. « Mais je te promets de faire vite. » Avec la précision qui avait fait de lui une légende parmi les défenseurs de l'environnement d'Afrique de l'Est, Daniel appliqua une petite quantité de solution antiseptique autour du petit partiellement émergé. Avec une douceur extraordinaire, il glissa ses doigts le long du petit coincé, tâtonnant l'épaule non libérée qu'il soupçonnait coincée contre le bassin de Zuri. La lionne grogna de nouveau, plus fort cette fois, ses muscles se tendant sous son pelage fauve. Daniel se figea, les mains toujours dans la position dangereusement vulnérable requise par l'intervention. Si Zuri décidait de se retourner contre lui maintenant, il n'aurait aucune chance de s'échapper. Doucement, souffla-t-il. On y est presque. Répondant à sa voix ou simplement trop épuisé pour résister, Zuri resta immobile. Daniel positionna soigneusement les forceps obstétricaux, priant pour que la technique apprise pour les chats domestiques puisse être transposée efficacement à leurs cousins, beaucoup plus grands. D'une rotation douce mais ferme, il manœuvra l'épaule du petit pour franchir l'obstacle. Une contraction plus forte que celle qui l'avait précédé parcourut le corps de Zuri, comme si son système reconnaissait la progression soudaine. Le petit glissa encore de quelques centimètres. « C'est ça », l'encouragea Daniel, comme si la lionne comprenait ses paroles. « Pousse maintenant, Zuri. » Une autre contraction survint, et Daniel exerça une contre-pression avec les forceps,
guidant plutôt qu'en tirant. L'équilibre délicat des forces était crucial, trop, il risquait de blesser la mère et son petit, trop peu, et la naissance risquait encore d'échouer.